Si vous venez d'arriver dans notre petit théâtre, c'est le 3e débat, l'anxiété et la psychose. Et il faut bien dire, Saskia, qu'aujourd'hui, il y a eu pas mal d'alertes à la bombe en France et en Belgique. Ben oui, Pascal, rien qu'aujourd'hui, plusieurs aéroports ont eu cette alerte à la bombe, à commencer par l'aéroport d'Ostende. Ils ont en fait reçu un courriel de menace. Ça concerne aussi 6 aéroports français. D'ailleurs, ils ont dû évacuer les lieux. Autre endroit, le château de Versailles a de nouveau été la cible également d'une alerte à la bombe. C'est déjà la troisième alerte en moins d'une semaine. En Italie aussi, à Rome, une école juive dans le centre a dû être évacuée. Voilà, c'est vrai qu'après l'attentat de lundi, toutes ces alertes à la bombe, la peur aussi de l'importation du conflit israélo-palestinien, il y a quand même un sentiment un peu anxiogène qu'on a ici en ce moment. Alors on aimerait un petit peu se poser la question dans ce dernier débat, comment ne pas céder à la panique, Pascal? Voilà, et pour tenter d'y répondre, Jean-Yves Vaillé est notre invité, pédopsychiatre et professeur émérite à l'UCL. Bonsoir. Bonsoir. Et Tim Strobant, victimologue et psychotraumatologue. Bonsoir. Bonsoir. Alors bon, on l'a dit, beaucoup d'alertes dans les aéroports, etc. L'info instantanée sur tous les supports digitaux. C'est quand même pas simple de rester calme et serein, Jean-Yves Vaillé, par les temps qui courent. Non, et je vais penser particulièrement aux enfants et aux adolescents. Oui, mais ça, on va en parler. Et même pour les adultes. Mais oui, les Vous n'êtes pas paniqué, mais, vous? Paniqué, n'est pas tout à fait le mot, mais préoccupé. Oui, et sérieusement préoccupé. Avec cette information, cette infobésité qui nous arrive immédiatement. Préoccupé et aussi triste, écœuré de la méchanceté, de la haine. C'est surtout un trauma qui peut revenir par rapport à mars 2016, où les gens ont été traumatisés. C'est quelque chose qui peut revenir? Oui, bien sûr. Ces événements réévoquent des souvenirs traumatiques. Vous n'êtes pas déprimé, quand même? Parce que je sais pas, je vous connais depuis longtemps. On a fait pas mal de plateaux ensemble. Je vous sens un peu déprimé, là. Non, je reste avec ma vitalité habituelle, mais ça n'empêche que on est triste. Tim Strobant, même question. C'est effectivement anxiogène, ça vient aussi s'ajouter à la difficulté quotidienne, aux questions quotidiennes, aux difficultés quotidiennes, avec les autres problématiques qui touchent la population de manière générale. Et ça s'accumule. Ça s'accumule. Et géopolitiquement, ça s'accumule aussi, loin de chez nous. Disons qu'avec la proximité de l'information, si vous voulez, l'appareil psychique, c'est comme un ballon de baudruche. À un moment donné, s'il y a trop de pression, il y a 2 choix, soit il se déforme, soit il éclate. Et donc, à un moment donné, il faut pouvoir aussi lâcher un peu de lest pour que chacun puisse s'y retrouver. Alors, bon, dimanche, moi, j'ai eu quand même aussi l'impression que la panique a un peu déferlé sur les responsables politiques. Le Premier ministre qui dit « restez chez vous ». Il y a eu des réunions un peu chaotiques, au cœur d'une ambiance un peu guerrière internationale. Alors, je me tourne vers vous. Vous habitez Schaerbeek. Vous l'avez dit, à 2 pas de la demeure du terroriste. Comment vous avez réagi, vos enfants? C'était, un de mes enfants a commencé à pleurer quand elle a appris que le terroriste a été tué tout proche de chez nous. Et ça devient tout proche. Parce que nous, on dit, il ne faut pas t'inquiéter, on va sortir, on va aller à l'école. Elle ne voulait plus aller à l'école. Donc, quel âge elle a? Elle a 14 ans. Donc, tu vois, c'est très difficile. Ils ont vécu aussi les attentats. Et alors, ça vient très, très proche. Et c'est très difficile pour eux. Et puis, on en parle et on dit, on va sortir quand même. Donc, elle avait peur. C'est une sorte de traumatisme. Oui, mais les enfants, c'est normal. Et on a aussi eu... l'école du petit est fermée. Alors, il y avait plein de parents qui demandaient comment on va communiquer aux enfants que l'école est fermée. Heureusement, on a déjà des websites qu'on peut envoyer aux parents par WhatsApp dans toutes les classes. Si vous voulez, vous pouvez parler de cette barrière, mais c'est pas facile. C'est pas facile de savoir qu'est-ce que ça va donner pour nos enfants quand ça vient si proche. Jean-Yves Vaillé, vous entendez ce témoignage inattendu. Qu'est-ce qu'il faut faire quand justement les enfants pleurent, ont peur? Aller vers eux. Ne pas croire tout de suite que nous avons en nous le bon petit message pédagogique avec bien ficelé. Je crois que le plus intéressant, c'est de demander à l'enfant, mais au fond, tu pleures. Qu'est-ce qu'il y a dans tes pleurs? Qu'est-ce que ça veut dire, tes larmes? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Ou bien de demander aux enfants, voilà, l'école va être fermée. Est-ce que vous savez pourquoi elle va être fermée? Et on est étonné alors de voir que, en tout cas à partir de 6-7 ans, même parfois avant, mais beaucoup d'enfants savent pas mal de choses.
il y a de 1000 portes d'entrée de l'information, que non seulement ils savent, mais qu'ils ont des questions, parfois philosophiques. Pourquoi est-ce qu'elle a pleuré quand ce type a été tué? C'est un peu bizarre quand même. Peut-être c'était du soulagement, peut-être c'était une compassion pour et donc ils ont un savoir, ils ont des questions et ils ont un vécu. Alors justement, on parle d'inquiétude. On va faire un petit tour à l'aéroport de Bruxelles National. Alexandre Gérard, bonsoir. Est-ce que les passagers sont inquiets? Quelle est l'ambiance dans cet aéroport? Bien ici, l'ambiance est relativement calme et sereine, pas d'inquiétude particulière. On a pu discuter avec certains voyageurs qui nous disaient non, on n'a pas peur, on ne pense pas à cela, on a envie de partir et donc on n'a pas peur. Donc beaucoup de passagers vont venir ce week-end. On attend 200 000 passagers en comptant les arrivées et les départs pendant tout le week-end de vendredi à dimanche. On est toujours en niveau 3 et donc il n'y a qu'une entrée et une sortie qui sont filtrées par des policiers et des policières et des contrôles de police accrus sont organisés ici à l'aéroport, des contrôles organisés en collaboration et en coordination avec les agents de sécurité de l'aéroport. Vous vous en doutez Pascal, il y a aussi de nombreux rappels aux passagers de ne pas laisser leurs valises, leurs bagages seuls pour ne pas accroître le climat de tension qui pourrait régner ici à l'aéroport en cas d'une éventuelle alerte. Merci Alexandre, voilà en tout cas de bonnes nouvelles. Alors j'aimerais aborder avec vous ce qu'on appelle en anglais le copycat, c'est-à-dire la répétition d'un mode opératoire criminel par un imitateur, un peu comme les souffrances du jeune Werther de Goethe qui avait provoqué une épidémie de suicide. Et ça provoque sans doute de l'anxiété. C'est une sorte d'accélérateur de radicalisation, on le sait, de passage à l'acte. Et là, qu'est-ce qu'on peut dire pour rassurer les gens quand ils s'attendent à cette répétition? L'être humain a cette petite faculté de normaliser énormément de choses et de mettre à distance énormément de choses. C'est pour ça que l'on rit d'énormément de choses. Et, donc il faut en rire, c'est ça l'humour? Quelque part, l'humour, en parler le plus possible, sérieusement et peut-être aussi avec un peu d'ironie, un peu d'humour, avec les bonnes personnes évidemment, sans essayer de choquer les gens mais le but c'est de justement, et on le voit à l'aéroport, la vie continue. Oui. La vie continue, les gens normalisent. Oui, mais elle continue, mais peut-être avec anxiété, avec un sentiment de panique refoulée. Effectivement, ceci étant dit, la récurrence et la répétition de certains événements ou de certaines phrases peut effectivement pousser progressivement la population à devoir porter cette anxiété au-delà du raisonnable au quotidien et mettre à mal la faculté d'être bons parents, professionnels, ou ce genre de choses, effectivement. Oui. Nicolas van der Stappen. Oui, moi évidemment, je pourrais pas apporter la réponse plus psychologique que vous apportez, qui est très intéressante, mais je pense qu'il y a aussi une réponse politique. Et moi, je vois 3 points qui sont importants pour que les gens se sentent rassurés. Il faut évidemment que les politiques soient rassurants. Ça, c'est un premier point. Et pour que les politiques soient rassurants, il faut aussi qu'on nomme les choses, et il faut aussi qu'on ne désigne pas ce qui se passe. Et donc, je crois que... C'est pas évident d'être rassurant et de nommer les choses. Non, c'est rassurant de... Oui, mais enfin, écoutez, quand je sais que j'ai regardé votre plateau lundi, je voyais Thierry Belin, qui était excellent là-dessus, l'a dit, et il l'a redit sur plusieurs antennes après les attentats, quand vous avez des propos ambigus vis-à-vis d'actes qui méritent l'opprobre public, c'est aussi important à un moment donné d'avoir un vocabulaire clair. Oui, qu'est-ce que ça a le rapport avec mais avec l'idée que l'on a des gens qui prennent la mesure du problème. Je crois que ça, c'est aussi un point, c'est plus du ressenti, mais c'est le ressenti d'avoir des politiques rassurantes. Et puis, vous parliez des aéroports et de ce qui se passe, il faut évidemment qu'il y ait des poursuites très claires. Quand vous avez des petits malins qui téléphonent pour dire il y a une bombe dans l'avion, il faut que les personnes soient poursuivies et qu'elles soient sanctionnées. Parce que c'est assez clair que dans ce qui s'est passé en France, c'est aussi de ça dont il s'agit. Il n'y a pas que des terroristes. Il y a aussi des petits malins ou des petits rigolos qui se croient rigolos et qui, en fait, à téléphone à l'appel à la bombe. Quoi. Voilà. On va continuer ce débat, mais on va aller justement sur le terrain, voir un peu ce que les Belges en pensent. Jody, vous vous êtes rendu à Ixelles et vous avez justement pris un petit peu le pouls de la population sur ce sujet-là. Oui, c'est ce qu'il y a quelques minutes d'ailleurs, après que les médias ont annoncé l'évacuation de plusieurs aéroports en France et celui d'Ostende à cause de cette menace d'alerte à la bombe. Alors, je suis allée avec Lina Trignac demander la réaction à chaud des citoyens face à ces alertes à la bombe et ces menaces qui sont à répétition ces jours-ci. Écoutez, Jean-François,
et Hélène. Je suis très inquiet pour la suite des événements et je pense que Bruxelles est très mal placée, en tout cas pour les attentats étant une capitale européenne. Finalement, il y en a beaucoup maintenant et voilà, on passe, la vie continue. Non. En aucun cas, la vie est un jeu. Que ça soit des alertes à la bombe ou une autre menace quelle qu'elle soit, c'est tolérance zéro. Ce sont des personnes dérangées en soi. Quand il y a des sectes, ça, moi j'appelle ça des sectes. Quand il y a des sectes qui aiment faire peur, de base, c'est avoir un problème de base. Ça fait peur pour les enfants et les petits-enfants? Et pas que pour les enfants et les petits-enfants. Quand on voit justement à la télévision depuis pas mal de temps des images horribles, de ces guerres de tranchées 14-18 en Ukraine, cet hôpital à Gaza, etc., les armes aussi qui sont terrifiantes, comment est-ce qu'on peut s'en protéger, s'en préserver comme adulte, mais aussi comme enfant, puisqu'aujourd'hui les enfants et les ados, ils regardent tous les supports numériques. Mais pour les plus jeunes, les moins de 6 ans, je crois qu'il faut penser à une protection énergique active et leur épargner dans toute la mesure du possible, la TV, même leur épargner des conversations. Mais comment on peut leur en parler? Parce que les enfants ressentent tellement de choses. Comment est-ce qu'on peut en parler à un enfant? Qu'est-ce qu'on devrait dire? Quels sont les mots qu'on pourrait choisir? Non, je n'ai pas d'idée précise. Un enfant n'est pas l'autre. Je crois que en parler, pour moi, c'est demander qu'est-ce que tu sais? As-tu entendu parler de qu'est-ce qu'on dit à l'école? Et puis, bon, il y a des choses qui vont sortir. À ce moment-là, on les écoute avec respect, on les aide à se déployer. S'il y a des inexactitudes, on rectifie gentiment, mais on ne va d'après moi, on ne va pas plus loin, nettement plus loin que ce que l'enfant a spontanément, lui. On lui fait pas peur à l'avance, si vous voulez. Tim Stroban, ces images sanglantes qu'on peut voir à la télé, que tout le monde peut voir à la télé, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je pense qu'il faut pouvoir... On fait un déni? Alors le déni, c'est très particulier. Le déni, ça veut dire que l'information qui a été communiquée n'existe pas. Ce n'est pas que la personne ne veut pas voir, c'est qu'elle ne voit pas. C'est pas qu'elle ne veut pas savoir, c'est qu'elle ne sait pas. Et donc le déni, c'est très particulier et d'ailleurs propre à la psychose. Et donc il faut justement mettre plus de débats, plus d'ambivalence, plus d'intellectuels qui peuvent aussi rassurer et réfléchir et offrir à la population aussi des modalités de réflexion d'une même situation. La femme politique sur le plateau, aujourd'hui, dans toute cette géopolitique, dans tout ce qui se passe, est-ce que à l'intérieur de vous-même, vous paniquez un peu? Mais vous ne le montrez pas, peut-être, je ne sais pas. C'est une question un peu intime, mais allons-y. Oui, évidemment, on se protège aussi. Je n'aime pas, parfois, pas regarder des images. Je ne veux pas regarder parce que je sais que ça va coller, que ça va rester. Donc, tout le monde se protège d'une manière, mais je trouve aussi... Aujourd'hui, j'ai envoyé un message au président du Parlement pour demander le débat sur ce qui s'est passé à Bruxelles. Il faut avoir, certainement, dans la démocratie, avoir... Parler intime, c'est ça. Parler de ce qui s'est passé, comment on peut améliorer. Tout le monde a pas de tabou. Tout le monde à son niveau, parce qu'on ne peut pas être silencieux. Il faut en parler, parce que ça aide aussi qu'on prend les choses en sérieux, qu'on en débat, qu'il y a de l'information qui suit... sans toutes ces images, mais je pense que ça, c'est très important. Moi, j'aimerais poser quand même une question aux deux pédopsychiatres, si j'ose dire. Finalement, ça fait presque 10 ans que les enfants subissent des choses. Le Covid, quand c'est pas le Covid, c'est la guerre. Quand c'est pas la guerre, c'est le terrorisme. Quand c'est pas tout ça, c'est peut-être aussi la crise économique avec le coût de la vie chère des parents, etc. Est-ce qu'il y a une époque où les enfants, je parle pas des guerres, mais là, ils ont quand même subi beaucoup de choses en 10 ans. Oui. Jean-Yves Vaillé. Oui, c'est vrai. Je pense qu'il y a quand même une certaine mitriditation. Oui. Mitriditisation. Oui. C'est pas facile. Hein. Non, c'est pas facile. C'est-à-dire qu'il y a un effet d'émoussement.
Ah oui. Même chez les enfants, ça va pas revenir plus tard? On disait lors de la guerre 40-45 que les enfants qui vivaient sous les bombes à répétition irrégulière, finalement, beaucoup s'en sortaient pas si mal que ça. Donc c'était pas du déni, mais ils apprennent un peu à relativiser. Maintenant, c'est très important quand même de réfléchir avec eux sur le fait que le monde, ce n'est pas que c'est un match saloperie. Il y a beaucoup de bonté dans le monde aussi. En une minute, un commentaire là-dessus, sur cette accumulation que les enfants et pré-ados et ados ont vécu. Il faut à tout prix éviter ce qu'on appelle la réification, ça veut dire réduire à un seul objet le vécu d'un enfant. Ce n'est pas uniquement la violence, ce n'est pas uniquement les guerres, ce n'est pas uniquement les difficultés de vie, etc. Il faut aussi laisser aux enfants la possibilité d'être enfants. Et encore une fois, les événements potentiellement traumatisants ne font pas nécessairement trauma et qu'il faut du temps pour que l'enfant potentiellement ait à développer des symptômes s'il en crée et ne pas, quelque part, susciter nous-mêmes en tant qu'adultes le symptôme chez l'enfant. Saskia, la journée aussi, à l'actualité, ça a été Biden qui est arrivé en Israël et ses déclarations. Et on a un invité qui pourrait peut-être nous en parler. Et pour cet invité, j'ai l'honneur aujourd'hui de demander à la régie le cochonnet, s'il vous plaît. Qui est une lumière théâtrale. Hein. Exact. On a justement avec nous en plateau... Cochonnet. Ah, le cochonnet s'est éteint. Oula, la régie, parfois, c'est du théâtre. Et on improvise toujours, et c'est ça qui est génial. Voilà. Et justement, avec vous, Jim Neichmann, vous êtes notre collègue, vous présentez les visiteurs du soir. Et juste après, vous allez parler d'un sujet qui fait aussi la une de l'actualité en ce moment. C'est la visite de Joe Biden en Israël. Une visite, on le sait, qui est scrutée de toutes parts, particulièrement après le bombardement d'un hôpital à Gaza, Jim. Oui, une visite de solidarité du président américain qui réaffirme en fait son total soutien à Israël, avec quand même, on peut le dire, une pensée pour les habitants de Gaza, avec la réouverture aujourd'hui du couloir humanitaire depuis l'Égypte. On va parler évidemment de cette visite, tenter de comprendre un petit peu les objectifs de Joe Biden. On rappelle qu'il y a encore des Américains qui sont parmi les otages. Il y a eu des Américains tués aussi par le groupe terroriste qui est le Hamas. On va parler de tout ça. On va tenter aussi de comprendre un petit peu ce qui se joue au niveau de la guerre de l'image. Vous avez parlé de cette attaque sur cet hôpital à Gaza, avec tout d'abord des accusations envers les Israéliens. Il a pris parti, hein. Pardon ? Il a pris parti, là, aujourd'hui. Oui, tout à fait. En tout cas, il est arrivé avec de nouvelles informations qui expliquent ou qui mettraient justement, on va rester très prudent, les Israéliens hors d'état de cause. Il semblerait que ce soit une frappe qui aurait capoté du côté du Hamas ou du djihad islamique. On va vous expliquer en fait comment vérifier nos sources. C'est ce qu'on appelle l'OSINT, c'est l'Open Source Intelligence. Ce sont des reporters, des journalistes, des scientifiques, parfois même des policiers qui vont utiliser l'ensemble des informations qui sont disponibles sur le net pour tenter justement de retracer, quasi Pascal, minute par minute ce qui s'est passé. Ça va être passionnant. On l'espère. Petite question, alors je ne sais pas si vous allez me répondre. Moi j'ai regardé, j'ai trouvé que le président Biden avait l'air très fatigué. C'est vrai que le voyage c'est fatigant, mais sa conférence de presse avec le Premier ministre israélien, il avait l'air quand même un peu fatigué. Non ? On va rappeler quand même qu'il est âgé, le président américain Joe Biden. Ce sont d'ailleurs des critiques qui sont assez récurrentes sur sa politique. On va rappeler aussi que c'est assez exceptionnel de voir un président américain se déplacer dans un pays en guerre. On l'avait vu d'ailleurs en Ukraine, à Kiev, ce qui avait marqué aussi, on va dire, de son empreinte, le mandat de Joe Biden. C'est assez exceptionnel de le voir en Israël. On peut s'imaginer aussi, parce qu'il faut rappeler que le dernier coup de fil entre Netanyahou et Biden avait justement donné l'autorisation aux Palestiniens, en tout cas aux Israéliens, de réactiver l'eau potable. Donc on sait à quel point Joe Biden a un impact sur la gouvernance israélienne, et donc c'est pas si étonnant que ça qu'il soit si fatigué. On se réjouit de voir votre émission qui va suivre dans 25 secondes, 30 secondes. Merci en tout cas à tous mes invités d'avoir participé à ce débat. Passez une excellente soirée, allez, soyez cool, soyez serein, profitez de votre soirée et de votre nuit, et on se retrouve demain.